Salvete omnes. En me promenant sur le parc, je rencontre ces familles de poules d'eau et on peut voir les petits poussins. Donc une nouvelle génération qui vient au monde. La reproduction, c'est un grand phénomène lié à la vie. Et quand on pense à la reproduction, nous pensons souvent au développement du sexe et au développement de la sexualité. Mais est-ce que le sexe, la sexualité et la reproduction sont toujours corrélés dans la nature? Découvrons-les ensemble. Je suis Mordi, je suis biologiste et je m'intéresse, comme tout biologiste, à l'évolution de la vie, c'est-à-dire la génération de diversité dans le monde vivant. Et cette diversité est très liée aussi à la capacité à se reproduire. Qu'est-ce que c'est se reproduire? Générer un individu avec des caractères très similaires à l'individu d'origine. Et la manière la plus efficace, la plus économe en énergie de générer un individu qui soit très similaire à soi-même serait une reproduction asexuelle, c'est-à-dire copier l'individu et donc donner naissance à des individus tout à fait similaires, portant la même information héréditaire que l'individu parent. Cela existe et c'est une forme de reproduction très répandue dans la nature. Mais la reproduction asexuelle a une certaine limitation. Par exemple, si l'environnement change, s'il existe un pathogène, si quelque chose ne va pas, si tous les individus sont très similaires, ils sont condamnés à l'extinction, au moins à avoir une population fortement décimée. Pour générer beaucoup plus de variabilité, de diversité, donc pour avoir la capacité d'évoluer, existe la reproduction sexuelle. La reproduction sexuelle génère des individus qui sont très diversifiés. Donc, si l'environnement change, il y aura toujours quelqu'un qui pourra survivre et se reproduire à son tour. Une manière très efficace pour se reproduire de manière sexuelle sans dépenser beaucoup d'énergie, c'est tout simplement vivre dans l'eau, lâcher les œufs et les spermes en même temps, et ce qu'ils font par exemple les huîtres et les animaux qui sont fixés. Les animaux communiquent de manière chimique entre eux et donc les individus femelles et les individus mâles lancent dans l'eau les œufs et les spermes au même moment. Les spermes et les œufs s'unissent et donnent naissance à la nouvelle génération. Mais quand on voit d'autres animaux comme de reproduction sexuelle, on va voir qu'ils ne se contentent pas de mettre en contact leurs gamètes, les œufs et les spermes, sinon qu'ils vont avoir d'autres types de comportements qui sont associés à tout ça. Des comportements qui engagent une stimulation sensorielle de différentes modalités, chimiques, auditives, tactiles, mécaniques, et aussi s'engage beaucoup toute la capacité cognitive de l'animal. Cela implique un développement de structures qui ne sont pas liées aux génitaux, des structures plus complexes au niveau du système nerveux, aussi bien périphérique, donc toute la partie sensorielle, mais aussi le système nerveux central. Et ça demande un grand investissement en énergie et ça demande beaucoup de pas évolutifs qui sont d'une certaine complexité. Si on pense aux animaux comme les huîtres, comme les coraux, comme les éponges, simplement ils mettent en contact leurs gamètes dans l'eau et ils sont sur la terre ou dans la mer depuis des centaines de millions d'années. Donc adaptatif, c'est adaptatif. L'évolution a conservé ces mécanismes, ce qui prouve l'utilité et l'efficacité de ces mécanismes. Et cependant, il y a d'autres mécanismes et d'autres manières de partager et d'avoir des rapports entre les individus qui se sont développés. Et bien avant la naissance de Sigmund Freud et bien avant le marquis de Sade, il y avait d'autres animaux qui avaient déjà inventé la sexualité, lesquels, par exemple, les placodermes, sont les premiers vertébrés à avoir eu des mâchoires. Et ces sympathiques animaux aquatiques avaient aussi développé des appendices qui servaient au rapport sexuel. Donc, pourquoi tout ce développement? C'est une grosse question dans la biologie. Pourquoi les besoins de développer ça? Est-ce qu'il y a un besoin de développer ça? Pourquoi c'est adaptatif? Et tout ça, c'est quelque chose de très intéressant et une grosse question qu'on doit se poser dans la biologie. Parce que tout ce développement d'appendices spécialisés
pour avoir des rapports sexuels entre les individus, tous les comportements, toute la sensorialité et tous les développements associés au comportement sexuel n'est pas strictement nécessaire pour la reproduction. Et cela implique un investissement en énergie. Tout ce qui coûte énergie dans la nature coûte des fois la vie, et cependant, ça se conserve depuis des millions d'années. Est-ce que tout rapport sexuel donne origine à la reproduction? La réponse est non. Il y a des animaux qui ont des rapports sexuels sans donner d'origine à de nouveaux individus. Ça existe des rapports homosexuels dans beaucoup de lignées animales qui sont très éloignées d'un point de vue évolutif. On peut le voir chez certains insectes comme la punaise de lit, l'animal qui nous accompagne aux humains depuis plus longtemps dans notre histoire évolutive. Et des fois, il y a des mâles qui vont s'accoupler ensemble et ça ne va pas donner naissance à de nouveaux individus. Il existe aussi d'autres cas d'homosexualité, aussi bien des femelles et des mâles. Et dans ces cas-là, on sait que ça ne va pas donner une transmission des caractères génétiques. Chez les oiseaux, c'est quelque chose de très répandu. Parfois, dans la même population, on peut voir des types de rapports sexuels très différents. Au niveau sexualité, chez les oiseaux sont les rois de la diversité sexuelle parce qu'on peut voir polygamie, polygynie, donc un mâle plus sur femelle, une femelle plus sur mâle. Des fois, il y a polyamour, un mélange entre tous les individus, et des fois, il y a monogamie stricte ou polygamie stricte, etc. Et donc, ça a été observé dans la nature, et là, nous inspire à nous poser la question de quelle est la fonction de la sexualité, quelle est la fonction du sexe et pourquoi existent ces rapports entre les individus. Ça donne bien sûr de l'inspiration à beaucoup de recherches scientifiques. Et tu t'es jamais posé la question de pourquoi nous avons cette association entre le sexe, la sexualité et la reproduction? Laisse-moi tes commentaires, laisse-moi ton avis, que c'est un sujet qui est très intéressant pour le discuter ensemble. Si mes contenus te plaisent, si tu veux savoir plus sur la science, sur la biologie et sur l'évolution, je t'invite à te souscrire à ma chaîne. Je vais me mettre à l'abri de la pluie, ici à proximité de l'eau, et je regarde les carpes, les poissons qui se sentent très bien dans l'eau, ils n'ont pas besoin de s'abriter. La plupart des poissons que nous connaissons s'appellent les téléostiens. Téléostei, c'est leur nom scientifique. Et ces animaux ont une très longue histoire d'évolution qui concerne une grosse diversification des environnements où ils habitent, nombre d'espèces et aussi au niveau de développement sexuel. Quelques-uns sont des animaux qui ont le même sexe dès la naissance, donc ils développent le sexe quand ils sont adultes et l'animal est ou mâle ou femelle, des fois en fécondation interne et des fois ils sont en fécondation externe. Dans d'autres cas, l'animal peut avoir des organes sexuels internes, masculins ou féminins. Donc le même individu, ça s'appelle hermaphroditisme, produit des œufs ou des spermes, des fois en même temps, des fois aux différents moments de la saison. Et parfois, existe la transsexualité, c'est-à-dire l'animal va se développer quand il est jeune adulte dans son sexe et tout le long de sa vie, ça va changer. Donc il y a certains cas, un cas très connu dans le cinéma, c'est le cas de Nemo, le poisson clown, où on peut observer que les individus les plus âgés sont des femelles et les plus jeunes sont des mâles. Et donc une femelle souvent a un groupe de plusieurs mâles avec lesquels elle va avoir des rapports et des reproductions. Donc en disant dans le film de Nemo, Nemo pourrait attendre un petit moment et son papa serait devenu une deuxième maman. Il existe le cas opposé, l'individu jeune adulte est femelle, donc les gonades se développent comme ovaires et plusieurs temps plus tard, des années plus tard, l'individu devient mâle, donc les gonades changent de fonction et elles deviennent des testicules et donc elle va produire du sperme. C'est le cas des mérous, que c'est un gros poisson que nous observons dans la Méditerranée et que les plongeurs aiment énormément. Mais cette transsexualité, aussi bien chez les poissons
que chez d'autres animaux, se produit toujours avec une certaine séquence de changements. Ce n'est pas que les changements se produisent du jour au lendemain. L'animal commence à changer son comportement, ensuite il va changer l'aspect externe et finalement l'anatomie interne va changer de sexe et en dernier cas, sont les gonades qui vont se modifier et changer leur fonctionnalité. Si le processus est interrompu soit de manière naturelle, soit par une autre situation, il est interrompu en suivant la même séquence. Dans certains animaux, les gonades ne changent jamais. C'est le cas de plusieurs oiseaux ou des mammifères où on ne va pas observer un changement de gonades. Donc les gonades ne définissent pas la sexualité de l'individu. Et il y a des animaux qui ont une reproduction asexuelle, mais qui ont un comportement sexuel, voire une sexualité. La réponse est oui. Donc la nature est toujours plus complexe, plus diversifiée de ce que nous avons pensé. Je vais donner deux exemples. Un, c'est un poisson qui s'appelle Molly amazone. On les appelle amazones parce que dans cette espèce, il y a uniquement des femelles. Donc ces femelles sont capables de se reproduire sans aucune fécondation, reproduction asexuelle. Les filles sont identiques à la mère d'un point de vue génétique. Et cependant, ces amazones vont chercher des mâles d'autres espèces similaires pour s'accoupler. Dans ces groupes de poissons, qui s'appellent les Pesilidae, Poecilidae, la fécondation est interne et la reproduction est ovovivipare. La femelle garde les œufs et simplement libère les alevins, les juvéniles, au moment de l'éclosion. Dans cette espèce dans laquelle il n'y a pas de fécondation, pour la reproduction, donc le sexe ni la sexualité est nécessaire. Le sexe, en fait, n'intervient pas. Et cependant, ces animaux ont un comportement sexuel, donc une sexualité. Pourquoi? C'est une belle question. Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que tout s'explique de manière adaptationniste, c'est-à-dire tout ce qui font les organismes sert à augmenter les chances de la reproduction, ou est-ce que l'évolution a besoin d'autres modèles et d'autres explications qui ne concernent pas la reproduction? Un autre exemple aussi vertébré, il y a des lézards dont tous les individus sont femelles. Bien que la reproduction est asexuelle, si on compare les organes internes de l'animal, on peut dire femelle par similarité avec des espèces de lézards où il y a des mâles et des femelles. Donc la femelle pond les œufs sont fertiles sans besoin de fécondation et bien sûr toutes les filles sont génétiquement égales à leur mère. Les femelles s'associent, font un comportement de cours, une stimulation comportementale, tactile, très probablement une stimulation chimique aussi, et ça les font de la manière très similaire à ce qu'ils font des lézards où il y a des mâles et des femelles et il y a une fécondation. Dans ces cas-là, il n'y a pas de fécondation, pas d'échange génétique, mais la sexualité existe et les comportements sexuels existent chez ces animaux où se passe tout entre femelles. Ça nous montre donc la complexité de ces phénomènes de la sexualité et encore une fois, nous nous posons la question: quelle est la signification d'un point de vue évolutif pour que ces phénomènes existent, perdurent et soient sélectionnés? Nous voyons que dans les livres de biologie, souvent les phénomènes de sexualité et de reproduction sont présentés de manière associée. Dans les cultures modernes d'origine européenne, ce concept a été très influencé par des textes mythiques et mystiques provenant de l'Asie, comme la Bible. Dans la Bible, que nous utilisons comme un texte très de base depuis quelques siècles, on nous présente le sexe presque comme un mal nécessaire utilisable pour la reproduction. Et cette manière de concevoir les phénomènes, loin de l'observation de la nature, est basée sur une mythologie et sur une mystique, a eu une forte influence dans la manière d'ordonner la pensée en Europe et suite à la colonisation dans le monde entier. Il y a eu un gros biais dans la pensée. Donc il est important, comme on fait dans les derniers temps, d'étudier
ce type de concepts de manière un peu séparée et savoir que les comportements sexuels sont divers, que la nature n'est pas binaire, que la transsexualité, l'homosexualité et ce type d'étiquettes que nous avons l'habitude de mettre pour ordonner notre pensée ne sont pas des critères absolus et que sont des phénomènes qui ont apparu au cours de l'évolution. D'autres questions à se poser, c'est quelle est la valeur adaptative qu'ont les sexes ou la sexualité, étant donné que ce n'est pas nécessaire une grosse complexité pour avoir une reproduction qui soit efficace et qui soit perdurable au cours des milliers, des millions de générations. Alors peut-être il faut penser que tout s'explique par la sélection naturelle, ça on le sait déjà, et pas tout s'explique d'une manière adaptationniste. Tout ce que nous faisons sert à laisser plus de descendants, il est possible. Ou il est possible aussi que la sélection naturelle, l'adaptationnisme, la capacité à nous reproduire ou à reproduire nos informations génétiques ne se limite pas à laisser une descendance directe. C'est vrai, on le sait depuis quelques années, mais je laisse ces questions ouvertes et j'espère éveiller votre curiosité. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous pensez de nos vies culturelles, de nos limitations? Qu'est-ce que vous avez observé? Je vous lis dans les commentaires. Si vous voulez savoir encore d'autres phénomènes ou vous voulez que je vous donne d'autres exemples, laissez-moi vos avis dans les commentaires et je serai ravi de me mettre à développer des contenus sur ces sujets. Nous nous voyons bientôt. Valete bene.